Né de l'imaginaire d'Enki Bilal en 1992, puis concrétisé par l'artiste néerlandais Jeppe Rubing en 2003, ce sport qui mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs est aujourd'hui en plein essor car il est tout simplement génial. Bienvenue dans le podcast de Chessboxing. Sans Enki Bilal, tout ça n'aurait jamais existé. Toute cette histoire de chessboxing, ça vient de lui. C'est pour ça que ça avait vraiment du sens pour moi de le recevoir dans le premier épisode du podcast. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'un artiste devient, malgré lui, le fondateur d'un sport ? Donc bonjour Enki Bilal et merci de me recevoir. Donc vous êtes tchèque bosniaque, vous êtes né à Belgrade et vous avez déménagé à Paris à 16 ans. Tchèque par ma mère, bosniaque par mon père. Je suis né à Belgrade en Yougoslavie, donc je suis ex-yougoslave. Voilà, c'est un pays qui n'existe plus, mais j'aime bien dire ex-yougoslave. Vous avez écrit de nombreuses BD, vous avez fait de la peinture, 3 films. Vous avez eu le Grand Prix du Festival d'Angoulême il y a longtemps, en 87. L'Ordre national du mérite en 2010. L'Ordre national de la Légion d'honneur en décembre 2022. Et j'ai pas parlé donc de Froid Équateur, qui est pas du tout votre BD la plus connue. La trilogie Nicopole est une des plus connues. Mais celle-ci, c'est celle qui nous intéresse le plus, vu que c'est dans celle-ci qu'on parle donc du chessboxing. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non. Mais Froid Équateur, justement, c'est vrai que c'est pas un album forcément très connu, mais c'est un album particulier puisqu'il a été élu meilleur livre de l'année, tout genre confondu, par le magazine Lire de Bernard Pivot, donc devant des grands romanciers français internationaux. Et c'est amusant parce que ça m'a valu des problèmes avec le monde littéraire, avec le monde de la bande dessinée. Voilà, ça n'a plu ni aux uns ni aux autres. Et moi, j'étais très content. Avant de parler donc de chessboxing, et puis j'ai beaucoup de questions sur votre œuvre. Je me demandais un petit peu votre enfance à Belgrade, parce que vous avez déménagé à Paris en 61, donc vos premières années, on va dire vos 10 premières années à Belgrade. Quels souvenirs en avez-vous ? Est-ce que vous voulez raconter un petit peu, on va dire, cette enfance en ex-Yougoslavie ? C'est une enfance finalement assez heureuse, même si mon père est parti très tôt pour Paris, donc il y avait l'absence du père, mais bon, il donnait des nouvelles, il nous envoyait des cadeaux, des paquets, etc., de l'argent même. Mais c'est une enfance heureuse dans une ville qui sortait, alors je suis né en 51, donc la guerre s'était finie depuis 6 ans déjà, mais Belgrade avait gardé tous les stigmates de la guerre. En fait, c'était Tito, le dictateur soft de la Yougoslavie, qui avait décidé, vraiment je crois que c'est de la com déjà, c'est une communication, de montrer que sa ville avait souffert, ce qui était vrai, les nazis avaient énormément abîmé Belgrade, et donc c'était une façon de montrer au monde, puisqu'il avait dit non à Staline, là je ne vais pas faire beaucoup d'histoire ni de géopolitique, mais il avait dit non à Staline, donc il n'est pas entré dans le bloc communiste, bien que communiste, et donc ça lui a valu une forme de reconnaissance et de sympathie du monde occidental. Donc voilà, et lui jouait là-dessus pour dire, voilà, je suis le héros de cette guerre dans les Balkans, c'est moi qui ai vaincu les nazis, ce qui est partiellement vrai, et donc voici la ville, c'est ma ville, et Belgrade, c'est la capitale de la Yougoslavie, c'est l'autogestion, etc., etc. Donc en fait, j'ai passé comme ça du temps à voir dans cette ville des délégations internationales défiler dans les rues, etc. J'ai passé du temps à être aussi dans les pionniers gamins. Les pionniers, c'est-à-dire que j'avais un foulard rouge autour du cou avec un anneau doré et je défilais dans les grands stades de Belgrade pour rendre hommage à Tito, notre bienfaiteur. Voilà. Donc ça, c'est des souvenirs plutôt joyeux avec un terrain de jeu formidable qui était un parc en face de l'endroit où j'étais né, et c'était un parc qui avait été construit, une forteresse plutôt, qui était entourée d'un parc pour résister aux Ottomans. Donc c'est très historique, Belgrade est une ville très marquée par la violence, par les conflits, par les invasions, les résistances, etc. Donc tout ça, je pense, a joué quelque part
pour me donner une espèce de conscience, inconsciemment d'ailleurs, mais une forme de conscience du pouvoir, de la géopolitique, de la politique, etc. Bon, voilà. Et donc c'est 10 années plutôt heureuses jusqu'au moment où j'arrive en France pour rejoindre mon père, voilà, avec le reste de la famille. Mhm. Et vous direz que ça a influencé aussi esthétiquement, quand même aussi, pas tout, parce que vous avez fait beaucoup de choses différentes, mais... Mais je pense que oui, bien sûr, il y a des... Absolument. Je dessinais déjà à ce moment-là, j'ai commencé à dessiner. Alors je dessinais pas, je dessinais des cow-boys et des Indiens, quoi. Mais je pense que la mémoire visuelle, olfactive, toutes les mémoires sont, quand on est gamin, c'est hyper important. On emmagasine tout, on engrange, on est de forme d'éponge, hein. Et tout ça, ça ressort après. C'est vrai que moi, je peux reconnaître, savoir ce qui sort, y compris dans mon imaginaire, ce qui sort de cette période de l'enfance. Ouais. Et donc vous arrivez à Paris à 10 ans. Est-ce que l'arrivée à Paris a été donc une période heureuse? Bah, c'est une période plus compliquée, changement de pays, changement de culture, changement de langue, il faut apprendre la langue. Changement de mode de vie, et je dois dire que bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la vie à Paris, en banlieue, était beaucoup plus difficile qu'à Belgrade, pour des raisons économiques, donc c'était pas facile, je n'en dirai pas plus, mais j'avais la langue française, je la maîtrise très vite, avec ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, on la maîtrise très vite, à l'école ça va vite, en fait quand on a 10 ans, il n'y a pas de problème, et donc, je découvre à ce moment-là, je découvre la bande dessinée, quand même, maintenant, la bande dessinée franco-belge. Euh, alors, Pilote, Tintin, Spirou, tous ces magazines pour la jeunesse. Et je découvre, en découvrant la langue française, dont je tombe amoureux littéralement, parce que vraiment, je prends du plaisir pas trop à la parler d'ailleurs, mais plutôt à l'écrire. Et je vois que la bande dessinée franco-belge, précisément, c'est un mélange de mes deux passions. Alors, ma nouvelle passion qui est la langue française, et la passion de Belgrade, datant de Belgrade, qui est celle du dessin. Donc, et donc, tout naturellement, je deviens passionné par la bande dessinée, par les récits, par ce que je peux lire. Et c'est comme ça que, bon, plus tard, je tenterai à ma chance à un concours organisé par Pilote. J'ai 20 ans à ce moment-là, c'est la date limite, et je remporte le premier prix. Voilà. Les choses se démarrent comme ça. Mais en tout cas, c'est une vie qui est liée. C'est là que je découvre la culture française. Je m'échappe souvent de chez moi, du petit chez moi où il n'était pas forcément facile de vivre à 4. Et je découvre le cinéma, les ciné-clubs au lycée, le cinéma à Paris avec des copains, le cinéma, puis la bande dessinée, et puis la littérature. Enfin, tout ça, ça me maintient, et la musique aussi. Alors, moi, j'avais pas de quoi écouter la musique chez moi, mais j'avais un copain qui était hyper bien équipé en hi-fi, donc voilà, on a créé comme ça un groupe. Et donc, tous ces éléments culturels me stimulent et sont importants aussi pour la suite tout simplement de ma propre vie, quoi. Le résultat est que quelques années plus tard, en tout cas aujourd'hui, vous y êtes encore. C'est que Paris, finalement, Paris, c'est chez vous. Paris, c'est chez moi. Paris, ça sera toujours chez moi, mais j'ai découvert dans d'autres endroits. Belgrade, c'est toujours chez moi, vraiment. Chaque fois que j'y retourne, je suis très, 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 très heureux de retrouver cette ville. Sarajevo, c'est chez moi. Sarajevo, alors c'est l'autre ville, c'est la ville de Bosnie, la région d'où est né mon père, et c'est aussi ma ville. Sarajevo, j'ai une profonde affection pour cette ville. J'y ai des amis, voilà, donc je suis pas tiraillé entre les deux. J'aime les deux et ça n'a pas été facile à un moment d'apprécier les deux, parce qu'il y a eu cette guerre qui est absolument terrible, atroce, dans les années 90, mais voilà, moi je sais faire preuve de nuance et voilà, j'entretiens d'excellents rapports avec les deux villes. On connaît, en tout cas dans le chessboxing, on connaît tous 92, c'est un peu la date. Mais alors entre 71 et 92, je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Bah oui. J'ai moi une liste un peu de tout ce qui se passe, mais je préfère que vous m'en parliez vous. En fait. Bah alors c'est des années où effectivement je suis publié à Pilote, donc j'étais aux Beaux-Arts à ce moment-là, j'entrais aux Beaux-Arts, j'avais été reçu aux Beaux-Arts, et bien reçu même plutôt, et donc mais j'ai laissé tomber au bout de 3 mois.
J'ai fait 3 mois de Beaux-Arts, c'est quand même pas mal. Pourquoi? Parce que précisément Pilote m'offrait cette opportunité d'ouvrir ses portes, puisque je venais de remporter ce concours. Et aussi parce que j'étais très, très, très attiré par l'idée déjà de raconter des histoires, d'écrire, de dessiner. Il y avait quelque chose, il y avait une forme d'urgence. Et aux Beaux-Arts où j'étais, c'était vraiment une école prestigieuse évidemment, mais on était dans du dessin pur, dans de la théorie. Et puis en même temps, j'ai pas vraiment accroché avec l'ambiance des Beaux-Arts de cette époque, vraiment. Et donc j'ai vraiment abandonné assez rapidement et décidé de me consacrer réellement à la bande dessinée, donc à Pilote, mais des récits courts d'abord, inspirés de Lovecraft, fantastique, et puis je rencontre Pierre Christin, qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps. Donc Pierre, avec lui, on lance une série qui est, on va dire, de politique fiction, on va dire une série assez politique, ce qui était assez nouveau. Ça, c'est sa part à lui, hein. C'est quand même il était prof de journalisme et très passionné de politique. Et en bande dessinée, à cette époque-là, la politique, on n'en faisait pas trop. La bande dessinée est quand même destinée aux enfants. Il y avait ce côté un peu classique, nostalgique. Et donc, on ouvre un peu de nouvelles perspectives avec des récits politiques, engagés même, et ce qui sont, même mes premiers albums, hein, La croisière des oubliés, Le vaisseau de pierre, La ville qui n'existait pas, et surtout, je dirais, Les phalanges de l'ordre noir et Partie de chasse, qui représentent les 2 livres phares de notre collaboration, et sur la politique, alors là, internationale. Phalange, c'est sur la résurgence d'une extrême droite et d'un terrorisme d'extrême droite en Europe, donc en liaison avec la guerre d'Espagne. Donc on fait un lien entre les deux, le passé et le présent. Ça c'est le début des années 80. Et puis Partie de chasse, qui est un récit, alors, plutôt initié par moi, parce que je voulais qu'on fasse quelque chose sur les pays de l'Est. C'est la fin du communisme, c'est la perestroïka, etc. Bon, bref, on était dans une espèce de vision d'un futur proche où le mur tomberait. Et effectivement, il est tombé en 89. Donc ça, c'est notre collaboration à tous les deux. Et parallèlement à ça, je fais aussi mes propres armes tout seul. Je fais des récits courts tout seul, en couleur directe. Et je fais 2 albums, La Force immortelle et La Femme piège. La Femme piège qui marquera aussi un tournant. Alors Pierre, il avait déjà cette idée, il avait commencé avec Tardy une histoire qui s'appelait Rumeurs sur Rouergue, qui était un peu de cette veine qu'on appelait Légende d'aujourd'hui, qui raconte dans certaines régions de France, enfin des contextes politiques, sociaux, sociétaux même, et donc avec une dose de fantastique. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de lui, l'aspect politique vient de lui. Moi, je vais ramener peut-être le côté fantastique, en insistant qu'il ait ce côté fantastique. Mais en même temps, je veux dire, notre collaboration fonctionne très vite, tout de suite, parce que je pense aussi, tout ce que je disais un peu sur mon enfance belgradoise, à savoir la conscience inconsciente de la politique, de la géopolitique, des enjeux politiques du pouvoir, toutes ces choses-là sont aussi dans la démarche de Pierre Christin. Donc on se retrouve là-dessus. Et c'est pour ça aussi que les 2 albums, les 2 qu'on a fait, les 2 derniers, Les Phalanges de l'Ordre Noir et Partie de chasse, sont des albums qui vont marquer et qui vont faire passer, mais je dis ça en toute humilité, hein, qui vont faire passer la bande dessinée dans un monde beaucoup plus adulte, reconnu notamment par les milieux intellectuels, universitaires. C'est des albums qui vont être diffusés dans les pays de l'Est, notamment, Partie de chasse, diffusés dans les pays de l'Est, sous le manteau. Et c'est une forme de reconnaissance un peu de la bande dessinée adulte. Ce sont 2 albums phares, et moi, en même temps, donc en parallèle, je commence ma propre production d'auteur complet, écriture. Évidemment, je suis vraiment passionné par l'écriture. Je reviens à cette idée de la langue française qui m'a séduit quand j'étais donc à l'âge de 13-14 ans, quand j'ai commencé à la maîtriser. Et donc, en parallèle, même au bout d'un moment, je donne la priorité à mon travail personnel. Je dis quand même un truc intéressant, parce que pourquoi on n'a pas continué après Partie de chasse, Pierre Christin et moi, Partie de chasse qui est sorti en 83 ou 84,
Pourquoi on n'a pas continué? C'est parce que vraiment on s'est dit, on est allé peut-être au bout de notre façon de fonctionner, dans la façon de fonctionner tous les deux, en termes de création, de vraie collaboration. Et on s'est dit, bon, on commence à avoir quand même des visions prémonitoires, donc c'est un peu embêtant parce que tous les deux on avait eu envie de parler de la Troisième Guerre mondiale. Et on s'est dit, si on fait un album sur la Troisième Guerre mondiale, elle va avoir lieu, donc on va s'abstenir de le faire. Je dis ça un peu en blaguant. On a blagué là-dessus, mais on s'est arrêté là-dessus, sur la chute du communisme avec Parti de chasse. Et on a continué après à travailler sur d'autres types de livres, qui ne sont pas du tout de la bande dessinée, mais on a continué à garder des liens et à travailler ensemble. Mais en tout cas, c'était aussi ma façon de quitter la collaboration avec quel que soit le scénariste. Donc en plus, Pierre, je pense que c'était le meilleur. Et donc, je me consacre à partir de ce moment-là à mon travail personnel. Donc c'est votre seule, en fait, collaboration étroite avec quelqu'un? Étroite, oui, j'ai quand même travaillé Oui. avec Jean-Pierre Dionnet. On a fait Exterminator 17, quand même, qui est un livre qui a marqué aussi la période Métal Hurlant. Donc, mais le vrai échange, collaboration sur la durée, c'est avec Pierre Christin. Est-ce que finalement, vous avez une vision prémonitoire, donc vous imaginez quelque chose? La prémonition, elle vient, ça ne vient pas comme ça. Un matin, je ne me lève pas en disant... Bah, Parlons de bug, par exemple. Bug, Voilà. bug, c'est une épée de Damoclès, le bug. Mais le bug général, tel que j'imagine, il est absolument... Je pense qu'il est inconcevable. Parce qu'il y a des pare-feux à tous les niveaux. Donc moi, j'imagine le bug définitif, c'est-à-dire tout s'arrête immédiatement et on ne sait pas pourquoi. Alors pourquoi on ne sait pas pourquoi? Parce que simplement, ça vient d'une entité extraterrestre. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas. On ne sait pas, mais le bug a vraiment lieu. Donc ça, c'est peut-être aussi... C'est après, moi, ça m'a servi de leçon de faire Monstre, c'est-à-dire le sommet du monstre et toute la série après. Ça m'a servi de leçon. Pourquoi? Parce que là, c'est la pire des prémonitions que j'ai eues et qui s'est réalisée, c'est celle de l'obscurantisme religieux. Ça, c'est sorti en 97, Sommet du monstre. Et j'imaginais effectivement des forces obscurantistes qui s'attaquent à l'Occident, à la liberté d'expression, à la liberté de penser, à la culture, bref. Mais ça, je dois dire que quand je l'ai écrit, je n'imaginais pas que ça arriverait. Et c'est arrivé avec le 11 septembre qui a axé cette espèce d'offensive de l'obscurantisme. Bon, moi j'avais fait une vision, on va dire, un peu globale des trois monothéismes. Je n'avais pas pointé du doigt un seul monothéisme, j'avais décidé que les trois pouvaient s'associer par intérêt, des intérêts qui peuvent converger évidemment, d'éliminer toute la pensée, la liberté de penser, voilà, bref, tout ce qu'un obscurantisme peut vouloir interdire. Donc ça m'a fait un choc vraiment parce que je m'y attendais pas et quand c'est arrivé, je n'ai pas réalisé. J'étais comme tout le monde sidéré, dans un état de sidération devant les images du 11 septembre. Je me demandais si c'était pas un film hollywoodien, si c'était pas une bande-annonce d'un film à effets spéciaux avec... Non, c'était la réalité. Et à ce moment-là, je ne réalise pas, c'est un ami qui me dit « Mais tu te rends compte, ce que tu as prédit vient d'arriver ». Et ça m'a un peu glacé le sang. Je me suis dit, mais c'est... Non pas que j'ai eu peur de mes visions, parce que c'était pas si compliqué que ça. Je pense que c'était pas si compliqué que ça. Hein. Je pense que des politiques avisés savaient qu'il y avait un danger, mais bon. Donc ça a modifié complètement la suite de mon travail sur cette série, puisque j'avais asséché le sujet. Le sujet était asséché par la réalité. Mais en tout cas, après, j'ai bifurqué vers une vision plutôt écologique, on va dire, le coup de sang. Alors c'est la planète qui se révolte, c'est une fable. La planète se révolte contre l'homme, tout simplement, parce que je considère que l'homme se comporte pas bien avec elle. Hein, je crois qu'elle a raison, parce que l'homme lui a fait du mal, l'homme l'a maltraité, et voilà, elle décide de se secouer le dos, comme on se débarrasserait de puces, comme un chien se débarrasse de puces. Voilà, il essaie de débarrasser d'une grande partie de la planète, se débarrasse d'une grande partie de l'humanité, et reste des groupuscules d'humains qui survivent et qui cherchent un Eldorado. Bref, c'est comme ça que partent mes récits. C'est toujours avec l'idée de
du futur. Qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est quoi? Alors après l'obscurantisme, ça y est, il est là. Malheureusement, il est toujours là. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Alors c'était le réchauffement climatique, on était dedans, on est toujours dedans. Et Bug fait partie de cette... Sauf que Bug, c'est tellement énorme que au-delà de Bug, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Donc il faut refaire une société planétaire complète, il faut tout réinventer. Puisque plus rien de ce qu'on a inventé technologique ne marche. Pour vous, on y va à la catastrophe technologique, à Elon Musk avec ses robots. Oui, Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Tout ça, ça m'excite évidemment, mais ça m'inquiète aussi. Hein. Ça m'inquiète, ça m'excite, et voilà, je fais partie du bateau, on est tous à bord de ce Titanic. Alors pour l'instant, on espère qu'on ne va pas se taper l'iceberg qui va surgir devant nous. C'est fascinant. Alors, le bug peut provenir de cette technologie, évidemment, puisqu'on a créé des technologies qui sont exceptionnelles, extraordinaires, le numérique, tout ça, ça a modifié complètement le fonctionnement de l'état d'esprit, de l'humain et même de l'esprit. C'est dangereux d'ailleurs, parce que ça produit des tas de... Et ça va très très vite. Voilà. En fait, c'est ça qui est désarmant, c'est que c'est l'accélération de tout, de la communication, alors ça a des effets forcément très déstabilisateur sur l'humain, sur nos relations entre être, je veux dire, il y a quelque chose qui dysfonctionne, moi je trouve. Hein. On va pas, c'est pas le sujet, mais quelque part il y a, là en 2 jours, j'ai eu 2-3 affaires d'agressivité vis-à-vis de moi, simplement parce que l'exemple est tout bête. Il y a un feu rouge, moi je traverse, tout le monde traverse, d'un coup me fonce dessus. Je vois arriver une poussette avec un bébé dedans et un mec qui fonce là-dedans, qui zigzague au milieu des gens. Donc moi je fais oh là, oh là. Le type m'agresse, m'insulte. Je lui dis mais c'est quoi le problème? Vous foncez sur les gens là comme ça, il y a des voitures, tout, c'est très dangereux ce que vous faites pour votre enfant. Non, le mec est dans l'agressivité. Et ça, donc ça c'est le simple fait qu'on ne communique plus naturellement, normalement. Ce type-là, il était certainement, il a un enfant qui est bien réel, mais lui, dans sa tête, il était sur ses réseaux sociaux, dans son iPhone, dans ses réseaux, je ne sais pas dans quoi il était. Et ça se retrouve un peu partout dans la société. Donc tout ça, ça peut produire des fonctionnements différents. Arrivent en plus des nouvelles technologies, par exemple, ça c'est un sujet extraordinaire, vaste et en même temps plus inquiétant qu'il soit, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en termes par exemple, sur le plan culturel, sur le plan de l'art, les arts? Je veux dire, moi, je suis évidemment très impliqué dans la création. L'art, c'est quelque chose qui me paraît essentiel à la santé mentale de l'humanité. Voilà. Et ça, l'art, s'il bascule, si l'art disparaît ou sort de la zone d'influence et de création de l'humain, ça va être très problématique. Donc voilà, donc tout ça c'est un monde qui est en devenir. Moi je le subis comme tout le monde. Et il me fascine, et évidemment c'est un terrain de jeu, c'est un terrain pour mes récits, donc il est évident que dans Bug, l'intelligence artificielle va avoir sa place dans le 4e volume et le 5e qui sera le dernier. Donc moi je vis aussi en fonction du rythme du développement de la société mondiale, de la technologie, de la science. Tout ça, ça me passionne, ça me fascine. Et je m'en sers évidemment comme d'un stimulant, forcément. Je dirais que j'ai 2 questions. Donc la première, c'était est-ce que c'est parce que vous êtes pessimiste ou est-ce que c'est plutôt que vous cherchez à mettre en garde, mais sans vous être particulièrement pessimiste? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'était sur l'inspiration, justement. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? Mais vous avez un petit peu répondu. Alors, le pessimisme... oui et non. Le pessimisme, on me dit souvent ça. On me dit, vous êtes pessimiste, vos histoires sont pessimistes. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est... Alors moi, j'ai une phrase que je ne sais plus qui a dit ça, je trouve absolument génial. Un pessimiste, c'est un optimiste qui a compris. Donc, la phrase est magnifique. Bon, ça veut dire tout simplement, c'est une forme de lucidité. Je pense que je suis assez lucide. Alors effectivement, je crée mes récits ou mes atmosphères, mon graphisme même, tout ça c'est assez sombre, on va dire sombre, pesant, inquiétant, on est d'accord là-dessus. Mais beaucoup de gens se font une idée de ce que je fais sans me lire vraiment. Ou alors ils lisent en diagonale.
Donc ils comprennent pas, ou ils n'aiment pas. Bon, c'est ce que je comprends, hein, c'est tout à fait. Mais quand on me dit vous êtes pessimiste et sombre, je dis non. Si vous lisez bien, vous verrez qu'il y a de l'humour et du second degré et qu'il y a une distance. Voilà. C'est-à-dire que tous les sujets que je traite, ces sujets graves, inquiétants de notre futur, je les traite avec une forme de dérision. Donc c'est déjà, ça désamorce pas mal de choses et ça modifie la compréhension du sujet. Mais c'est vrai que je reviens sans doute à cette enfance de Belgrade, ce que je disais sur l'influence inconsciente de l'atmosphère politique et géopolitique qu'il y avait. En plus, il y avait le feu. Je reviens un peu sur cette période-là parce que mon père était à Paris. Mon père était à Paris. Il est venu qu'une seule fois en 4-5 ans. Il est revenu une seule fois et pas longtemps à Belgrade. Donc il y avait, et en plus mon père avait été pendant la guerre, il avait été un compagnon de Tito, il s'est battu aux côtés de Tito dans les partisans. Donc mon père était proche de Tito et à la fin de la guerre, il a été son tailleur pendant un moment. Il était tailleur, il faisait ses costumes, ses tenues de maréchal et tout ça. Donc tout ça c'était d'autant plus trouble parce que ma mère était dans une parano, quand je comprenais, quand on est gamin on ne comprend pas forcément, mais après j'ai compris que c'était très difficile d'être à Belgrade alors que le mari est dans un pays occidental. Bon, donc ça avait créé avec des visites, des visites régulières de la police secrète, des mecs en manteau de cuir noir, donc ça rappelle quand même un peu la Gestapo, qui en pleine nuit venait taper quand même pour voir si tout allait bien, bon, quand même pas très agréable. Alors peut-être tout ça inconsciemment, ça a influencé ma vision du monde, mais j'ai pris vraiment de la distance et je traite ça avec humour, même si ça ne m'amuse pas d'avoir tapé juste sur l'obscurantisme. Voilà. Alors le reste de la question, c'est comment me vient l'inspiration. Elle me vient d'abord je voyage beaucoup, je m'intéresse au monde tel qu'il marche, je lis beaucoup la presse, hein, je suis un grand consommateur d'informations, d'infos, et l'info, plus tout ça, voilà, ça fait ça occupe le cerveau, les choses viennent comme ça, les idées, voilà, c'est comme, on en parlera, mais chessboxing c'est venu comme ça. Ça n'est jamais arrivé de m'asseoir et de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Bien sûr. Jamais. Je ne m'assois pas, si je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parce que j'ai un truc à faire, il y a une urgence. L'idée, elle est là déjà. Et l'idée, elle ne se passe pas ni à mon bureau, mon ordinateur, là où j'écris, ni à mes tables de travail, dessins, peintures, etc. Non, ça se passe dans la rue quand je marche, ça se passe, y compris quand je suis parfois avec des gens, des amis. Il paraît que je suis très très bon pour donner le change, donner le sentiment que j'écoute et que je participe alors que je ne suis pas du tout là. Ce qui est vrai, je ne suis pas là. Et parfois même je suis meilleur quand je suis dans cette inconscience où je ne suis pas là et je donne l'impression vraiment de suivre les débats davantage que dans le réel. Quand j'écoute vraiment pour de bon, les gens me disent mais tu t'en fous, tu n'écoutes pas. Non, c'est très étrange comme truc. Donc je donne le change et souvent dans ces moments-là je trouve des trucs. Je note pas ou je note peu. D'accord. Alors ça m'a joué des tours et parfois j'ai eu des idées, je me dis, mais je n'ai pas noté, je m'en suis voulu, alors je ne sais pas si j'ai perdu quelque chose ou pas, mais en tout cas c'est perdu. Donc voilà, la création elle se fait, alors ensuite lorsque je sais où je vais, où est-ce que je veux aller, après c'est un chemin. J'ai la chance aussi de ne pas devoir... lorsque je propose un livre, alors au cinéma c'est différent, hein, mais en édition on ne me demande plus, au début on me demandait forcément, c'est normal, on ne me demande plus d'écrire un synopsis, de dire qu'est-ce que raconte votre histoire, comment ça se termine, rien. Maintenant je suis totalement libre, on me dit voilà merci, bravo, allez-y. Forcément mes éditeurs, je leur raconte ce que j'ai envie de faire, ils sont partants et c'est très bien, il y a de la confiance entre eux et moi. Donc voilà, c'est comme ça que les choses... Donc j'ai une chance énorme d'être libre dans ce domaine-là. Cinéma, c'est très différent, il faut écrire un script, il faut budgéter, là je suis en train de vivre les affres de ce film que j'ai écrit, là il est 2 fois trop cher, donc voilà, faut tailler dedans, enfin bon bref. Mais ça fait partie de la règle du jeu, quoi. Vous parlez beaucoup de la mémoire et du temps, et c'est 2 des thèmes, des thématiques les plus connues en tout cas sur votre œuvre. Une thématique plus précise, la mémoire collective. Le rapport à la mémoire est différent aujourd'hui
parce que déjà tout est enregistré? Comment ça avance tout ça, quoi? Et ou est-ce que ça va? Après, forcément, les choses changent, mais... Alors, bah ça fait partie de bug quand même, de cette Ouais, thématique-là. Mais la mémoire, il y a plusieurs mémoires, enfin, bien sûr. mais il y en a au moins deux, qui est la mémoire, on va dire, collective, qui est Mm. la grande mémoire historique, alors qu'on a, c'est un peu, moi, c'est ce que j'ai vécu, qu'on vit tous, mais au XXe siècle, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas le XXe siècle, mais c'est c'est quelque chose, comme ça. C'est un siècle où se sont passées tellement de choses incroyables, violentes, démentielles, littéralement, dans l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est le siècle le plus important qu'on ait eu à vivre, ce qui est un peu normal. Les historiens me diront sans doute qu'ils auront sûrement d'autres idées. Ils diront que la Renaissance c'est le plus important, la Révolution, je ne sais pas, je ne suis pas historien, mais pour moi, c'est quand même un siècle où il s'est passé énormément de choses. Et en plus, qui est un peu, évidemment, c'est la deuxième moitié, évidemment, pas la première, mais la première, elle a laissé des traces très puissantes, très fortes. Donc, tout ça, c'est un monde qu'on ne peut pas oublier, qui fait partie de nous. Bon. Donc ça, c'est la première mémoire. Elle est en danger aujourd'hui, mais c'est la première mémoire, et le danger, c'est de la perdre. Donc ça, on en parlera un petit peu après. La deuxième mémoire, celle qui est, en fait, c'est la mémoire individuelle. Donc c'est sa propre vie, c'est dans cette grande mémoire historique, c'est sa propre vie. Donc celle-là, je l'ai aussi, mais je ne l'utilise pas personnellement. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va faire des livres sur sa vie. Je ne vais pas dire, moi, El Kibila, quand j'étais petit, etc. Ça marche très fort. En bande dessinée, il y a énormément d'autofiction. On appelle ça l'autofiction. Alors, il y en a qui font ça très très bien, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de le faire pour moi. D'en lire, j'en lis un peu de temps en temps, mais ça ne m'intéresse pas non plus vraiment. Donc, ma propre mémoire ne me sert qu'à filtrer la grande mémoire historique pour en faire des récits et me poser des questions sur le futur. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, à partir de ce moment-là, on est là, effectivement, dans ce monde qui a subi une révolution mais incroyable, la plus grande des révolutions, plus grande que l'industriel, plus grande que le Gutenberg, tout ça, c'était extraordinaire, mais c'est à côté de ce qu'on a vécu avec le numérique, c'est rien, rien. Et cette révolution est tellement importante, énorme, tellement rapide et tellement globale, générale, que il y a eu un déficit de transmission terrible, comme une espèce de dépression où l'être humain n'a pas eu le temps, et il n'a pas pu transmettre. C'est-à-dire qu'on n'a pas transmis à nos gamins, à nos enfants, beaucoup de choses que logiquement on aurait dû transmettre naturellement. Là, le simple fait que cette révolution soit arrivée, qui nous ait foutus devant un mur qu'il fallait maîtriser, il a fallu essayer de comprendre comment ça marchait, prendre le truc en marche, la technologie qui avance très très vite, et on s'est retrouvé très vite dépassé. Je parle des adultes. Ce qui fait que les gamins, nos enfants, ils ont dit, ah non, attends, papa, non, c'est pas comme ça que ça marche, je vais t'expliquer. Et c'est les enfants qui ont expliqué aux adultes comment marchait ce nouveau monde. Donc ça, c'est quand même un truc assez incroyable. Et ça a créé ce fossé où toute une série de connaissances ou d'intuitions n'ont pas été transmises. Donc, on est face à ce monde-là, voilà, ce nouveau monde qui va et qui, quelque part, essaye inconsciemment, peut-être de gommer l'ancien, en se disant, voilà, on ne peut pas tout porter en nous, on ne peut pas avoir toute la même... On peut garder des photos, on peut garder... Mais on ne va pas s'en occuper de ça, il faut bâtir autre chose, et c'est vrai, il faut bâtir autre chose. Parce qu'en plus, notre monde à nous, notre démocratie, notre Occident, parle pour nous, on est en Occident, est en train de s'effondrer sur lui-même. Bon, ça c'est... Donc voilà, donc tout ça c'est passionnant ce qui va se passer, mais moi là-dessus, alors je ne peux avoir que moi des visions, je peux essayer d'expliquer comment je vois les choses, mais j'ai pas envie de le faire parce que je crois que c'est beaucoup plus grave que la chute du mur, quoi. On est dans quelque chose un peu d'existentiel, planétaire. Et là, donc je suis très content d'avoir Bug comme sujet, parce que le bug englobe tout. Donc, et puis je m'amuse de cette série. Je suis dans le numéro 4, et je me pose des questions avec mon personnage principal, qui est... je me pose des questions de savoir ce qui va lui arriver dans les prochaines pages.
J'en suis là, quoi. C'est ça qui est drôle. C'est que je sais que je connais la fin. La fin, je l'appliquerai que à la fin du 5. Mais là, j'avance avec mes personnages et j'avance. Donc mon pauvre personnage de Hob, qui a toute la mémoire du monde en tête, est quand même très mal barré parce qu'il est sous la domination du bug négatif, celui du mal. Et le mal, il est en train d'accomplir le mal. Et il ne s'en rend pas compte. Il est très heureux d'accomplir le mal. Donc c'est quand même très embêtant. Pour sa fille, pour toute l'humanité entière. Il fait vraiment du mal. Donc ça ne va pas durer, parce que sinon ça serait trop déprimant. Mais en tout cas, je me suis lancé sur cette piste-là, et je suis obligé maintenant de la gérer, de m'en sortir. Donc de l'en sortir, lui. Donc c'est ça mes préoccupations du moment. C'est pas la fin pas la fin du monde, c'est comment Hobbes sort de cette horrible situation où il est en train de faire du mal. Et vous travaillez d'abord sur le texte et après sur les images, ou c'est en même temps? C'est en même temps. Toujours en même temps? Ouais. Là, maintenant, oui. D'accord, et donc vous nourrissez vraiment Oui, des oui, dessins oui. du... Enfin... Oui, alors évidemment, je sais ce que je vais dessiner à la scène, c'est comme un film, on déroule les trucs, voilà, ça va se passer ça, mais j'écris vraiment, j'écris les dialogues, ça j'écris directement sur l'ordinateur quand je monte mes dessins, je monte les cases, et je les peins après, ou peu importe, mais en tout cas, je déroule le truc et j'écris directement. Avant, j'écrivais à part le script, le scénario, je rajoutais des dialogues, maintenant je fais tout sur le même logiciel, et c'est très très bien. Et vraiment, j'ai l'impression de ne plus faire partie de la bande dessinée depuis très longtemps. Je n'ai plus grand chose à voir avec les gens qui gèrent la bande dessinée globalement. Je ne parle pas de mes éditeurs ou de mes amis proches, etc. Mais voilà, j'ai été, entre guillemets, lâché et délaissé par le monde classique traditionnel de la bande dessinée. C'est des gens qui me reconnaissent, mais en même temps, je ne fais pas partie de leur monde et je leur ai échappé. Voilà. De n'appartenir ni à ce monde-là, ni à celui du cinéma, ni à celui de l'art contemporain. J'ai l'impression d'être un électron libre, mais voilà, qui est très, très heureux de sa liberté. Vous avez une grande carrière, vous avez de la reconnaissance du public, de l'État, de vos pairs qui, bon, vous le dites quand même, il y a parfois des conflits ou des choses pas simples, mais qu'est-ce que vous diriez à la personne de 16 ans qui quitte les Beaux-Arts ou qui fait le concours de pilote? Qu'est-ce que vous pensez de vous à cette époque-là? On m'a jamais posé la question, donc c'est pas une question. Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais mais c'est intéressant. Je me dirais quand même que j'ai réussi quand même. Non, mais pas au sens que j'ai réussi à faire. En fait, c'est ça qui est très très étrange, c'est que j'ai l'impression d'avoir réussi à la fois pas à satisfaire, parce qu'on n'est jamais satisfait, mais toutes mes passions de ce moment-là, d'adolescence, ce moment où je me suis constitué en apprenant la langue française, en allant au lycée, en découvrant la musique, le cinéma, la littérature, mes amis, tout ça, mes copains, ce petit groupe-là, qui n'existe plus, mais j'ai l'impression que finalement, j'aurais goûté à tout. C'est-à-dire que l'écriture, le dessin, évidemment, mais l'écriture, j'écris des livres aussi qui ne sont pas dans la bande dessinée. Le cinéma, c'est quelque chose qui me... Gamin, à Belgrade déjà, j'allais voir beaucoup des films, tous les dimanches, j'allais voir des films. Et puis à la Garenne-Colombe, en banlieue, mais je fuyais de chez moi, c'était pour aller voir des films. Donc je suis frustré parce que j'aurais aimé faire plus, et le cinéma est mieux, c'est compliqué, en 3 films, voilà. Mais j'ai fait des films qui me ressemblent, voilà. Ce ne sont pas des films formatés. Donc voilà, je me dirais, mais dire, écoute, tu es pas mal démerdé quand même, en restant honnête, je dis intellectuellement honnête dans ma démarche, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait de compromission, je sais pas quoi, de trucs tordus. Vraiment, j'y suis allé à fond. Ça passe ou ça casse. J'ai même fait j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai pas fait non plus les choses pour l'argent, alors surtout pas. Parce que j'ai perdu des mois et des mois à écrire des trucs qui ne se sont jamais faits. Par passion, par envie le cinéma notamment, 3 projets de films qui ont failli se faire, elles ne sont pas faits au dernier moment, c'est toujours trop cher, c'est toujours trop ambitieux. Ça me fait mal quand j'entends quelqu'un me dire non, on ne vous suit pas parce que c'est trop ambitieux votre truc. C'est quoi? Il faut faire du formatage? Oui, il faut faire du formatage.
Mais j'ai perdu du temps, mais j'ai pas perdu du temps parce que j'ai pris du plaisir à écrire un truc qui sera jamais monté au cinéma, mais c'est pas grave, ça fait partie voilà, des dégâts collatéraux de ma démarche. Et je rebondis sur ça, est-ce qu'il y a un projet en particulier ou une décision ou un choix que vous regrettez d'avoir fait ou pas fait, ou quelque chose que vous considérez comme un échec, enfin voilà, un regret ou un échec, quelque chose qui vous a marqué? Bah, c'est lié, alors en bande dessinée ou en bande dessinée, dans l'édition, j'ai quand même pas vraiment des regrets, hein, pas du tout, hein, parce que quand je me, quand je me trompais de route sur dans un récit, je m'arrêtais à temps. Voilà. Donc j'ai très peu gaspillé, entre guillemets. J'ai pas eu de fausse route, quoi. Je maîtrisais toujours ma démarche. Cinéma, c'est plus délicat, c'est plus compliqué. Là, j'ai des frustrations, oui, notamment sur mon troisième film, avec des effets 3D qui sont totalement... Ils sont pas ratés, mais on n'était pas suffisamment armés, ni financièrement, ni technologiquement, pour que ce soit réussi. Donc ça, je m'en veux de m'être laissé embarquer par un système de production un peu... Voilà, pas forcément très très bien. Je ne parle pas du producteur lui-même, mais de tout ce qui est autour. Donc j'ai forcément des frustrations, mais pas un regret, non, surtout pas. Non. Alors j'ai entendu dire que vous étiez sportif et que Ah le oui, oui. sport avait une grande place dans votre vie. Alors il y a peu de choses sur ça dans les médias, c'est vrai que c'est pas ce dont on parle en premier quand on Non, parle de non, vous. non. Et donc moi je vous pose la question pour comprendre un petit peu... Pourquoi le sport est présent on va arriver à notre sujet, pourquoi le sport est présent dans mes histoires, dans mes récits souvent? Il est présent parce que simplement, le sport a toujours été, notamment au XXe siècle, lorsqu'il y avait l'opposition entre les deux blocs, c'était deux vitrines qui s'affrontaient. C'était quand même au moment des Jeux Olympiques, c'est celui qui aura le plus de médailles. Et d'un côté, il y avait les États-Unis, et de l'autre, l'Union soviétique, l'URSS. Donc c'était les deux grands. Et ces vitrines sont hyper importantes. Ça a donné lieu à du dopage, des tas de choses très malhonnêtes, mais parce que simplement les enjeux sont énormes. C'est qu'on tient un peuple c'est l'opium du peuple, on va dire. Hein, Quand je suis arrivé de Belgrade à Paris, pas tout de suite, mais après, donc quand j'ai commencé à connaître, à fréquenter le monde, même le monde intellectuel, je me suis rendu compte très vite que en France, les intellectuels méprisaient le sport. Ils méprisaient ça, ce truc de crétin, machin, etc. Alors que à Belgrade et dans les pays de l'Est, au contraire, tous les intellectuels, alors ils avaient tous leur équipe favorite, ils connaissaient le nom de tous les joueurs de foot, ils jouaient aux échecs. Tout ça ça faisait partie en même temps de la vie de la société, et le sport était considéré comme quelque chose un prolongement carrément de l'intelligence de l'humain. Voilà. Donc ça m'avait frappé quand je suis arrivé en France. Donc voilà, moi j'ai continué le sport et je mettais dans tous mes récits, le sport était présent. Alors ça a été une sorte de hockey sur glace très violent dans La Force Immortelle, d'autres sports. Enfin bon, c'était toujours présent. J'ai fait un livre sur le football avec Patrick Covin, mais un truc très libre, hein, pas du tout. Et puis voilà, et quand j'arrive à Froid Équateur, donc c'est une société où tout est noté, un peu comme les sociétés d'aujourd'hui, avec des clics du genre, voilà, tout est noté sur des échelles de valeur, tout, l'intelligence, l'élégance, la culture, bon, bref, à tous les niveaux, on est noté. Voilà. Il faut être au maximum, et donc il me manquait une échelle, il manquait un sport pour que l'échelle de l'accomplissement sportif du corps soit... Et son rôle dans le récit ou comment dire, dans le portrait de cette société du Froid Équateur. Et là, je cherche donc un sport qui n'existe pas, mais qui serait un mix. Et là, mais ça arrive en une fraction de seconde. On ne sait pas comment ça arrive, ça. C'est que je me dis, mais les échecs, parce que les échecs, pour moi, c'est un sport, et que effectivement, quand j'étais gamin, à Belgrade, dans les journaux, je regardais les photos des footballeurs, mais en bas de chaque page de sport, il y avait une double colonne qui était réservée aux échecs, où on décortiquait les parties d'échecs des grands champions. Donc ça faisait partie du sport. Et donc là, je pense que tout ça, les échecs s'est imposé comme ça, comme un sport de l'intelligence, de l'esprit. Et en opposition, vient tout de suite, je me dis, la boxe. Voilà.
c'est arrivé comme ça, en une fraction de seconde. J'ai dit, l'idée est géniale, je la garde. Et je l'ai développée dans l'album sur une séquence qui était importante. Mais voilà, mais c'est pas le sujet de l'album. Oui, tout à fait. C'est juste une séquence dans l'album. Et là, je reçois un mail de Hyper Rubing. Je ne connais pas. En plus, un nom étrange, IEPE, et Rubing et RUBINGH. Ça m'intrigue. Et il me dit, voilà, je suis artiste néerlandais. Je me suis installé à Berlin. J'ai découvert votre sport dans le Froid Équateur, chessboxing. Je trouve cette idée formidable. Vraiment, j'ai envie de la mettre en pratique. Moi-même, je suis artiste, donc il m'explique ce qu'il fait. Il m'envoie un peu des liens montrant qu'effectivement, il fait des installations, des trucs assez dingues. Et je dis, voilà, je vais essayer d'organiser, je pense que c'est Amsterdam qui voulait le faire, un combat, une démonstration de chessboxing. Alors ça me plaît, ça m'amuse, ça me fait sourire, ça fait plaisir, mais en même temps, j'étais tellement pris dans mes trucs, donc j'oublie, je réponds même pas. Ok. Je réponds même pas. Et quelques années plus tard, un journaliste me dit, mais t'es au courant de cette histoire de chessboxing? Ah là, je dis, ah bon, ah oui, qu'est-ce que c'est? Il me dit, à Berlin, apparemment, il y a une fédération internationale. C'est génial. Là, ça m'amuse. Et les choses s'enchaînent. Alors, étrangement, Antoine de Caunes, que je connaissais très peu, on s'était croisés comme ça une fois, mais il m'appelle, il me dit, voilà, je fais une série de portraits, de reportages sur des villes. Alors, il avait fait Los Angeles, Londres, il dit, je fais Berlin en ce moment, et j'aimerais, si tu en es d'accord, t'emmener pour un petit tournage, et je voudrais te faire une surprise. Et là, j'ai compris que c'était ça la surprise, parce que je savais que la fédération était là-bas, et j'étais sûr que c'était ça. Et effectivement, ça a été ça. Il me fait rencontrer IP devant les caméras. On se rencontre. Voilà, c'est un mec super. Une très belle rencontre. Il nous emmène, toute l'équipe et moi. Tout est filmé dans la fédération. La fédération, c'est une espèce de hangar où il y a un ring. De ça d'entraînement. Ouais. Alors, je vois des athlètes tous sauter à la corde, punching ball, enfin tous les trucs de la boxe, quoi. Et aussi toute une série d'échiquiers comme ça. En blitz, le blitz, c'est effectivement quand on joue très très vite aux échecs sans réfléchir quasiment. Et ça sent la sueur là-dedans, hein, ça sent Et donc on assiste à une démonstration. Et et là je suis bluffé littéralement d'ailleurs par la qualité des échecs, ça se voit, hein, on voit tout de suite. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, je joue aux échecs, hein, et j'ai joué beaucoup, mais c'est du sérieux, c'est pas du bricolage. Et en boxe, là, c'est ça aussi, ça ne trompe pas, les mecs sont affûtés physiquement. Alors, il y a des Bulgares, Est, Allemands, Ukrainiens, Russes, vous voyez, un peu de même mélange déjà là. On sait à ce moment-là que ces pays-là vont être les premiers à être preneurs, quoi. Littéralement, c'est dans la culture. Et donc là, j'assiste à ça, et c'est comme ça que IP donc m'explique qu'il veut aller plus loin, etc. Et après, on organise chez Arcurial à Paris, la maison de vente avec laquelle je travaille souvent. On organise une démonstration de chessboxing. Ça se passe très très bien. Je fais une peinture qui est vendue aux enchères pour la bonne cause du chessboxing. Voilà. Donc je voulais vous me parliez un petit peu d'IP, bon, vous l'avez fait IP, naturellement. je le voyais de manière tout à fait épisodique, comme ça, quand il venait à Paris, on se voyait, il m'envoyait des nouvelles. En fait, on se voyait peu, parce qu'on n'avait pas forcément à se voir beaucoup, mais en tout cas, il me tenait au courant. Moi, j'étais là derrière lui, moi je suis le parrain de cette histoire, je la suis, je suis avec toi, donc j'ai quand même financé un peu avec cette vente, hein. Et on essaie. Donc le but, c'était d'asseoir le sport, de le faire connaître. Il a réussi à le faire. Fédération internationale, ensuite fédération nationale, il y en a eu beaucoup. Et alors que ça prend de l'importance dans beaucoup de pays d'Europe, en Angleterre notamment, les pays de l'Est, Russie aussi, en plus après l'Iran, l'Inde, les États-Unis. Bref, vous avez inventé ce sport, comme vous expliquez en fait, donc en 92, après vous faites autre chose. Oui. Et en fait, vous n'avez pas vocation à développer un sport. Donc, en fait, vous avez votre carrière bien chargée, on va dire. En plus, je ne me sens pas en état de le pratiquer. Ouais. L'échec, je vais bien, mais la boxe, je n'ai pas envie. Oui, c'est pas... Non. Et donc, vous laissez, en fait, IP, entre guillemets, s'emparer, en tout cas, de ce concept
et vous voyez qu'il le développe et ça vous... Enfin voilà, vous le Je suivez soutiens, et ouais. vous le soutenez. Et après, qu'est-ce qui se passe, cette rencontre-là? Enfin, Bah, c'est comment... Guillaume qui apparaît en disant, voilà, Qui vous contacte, vous, avec voilà, IP? Enfin, voilà. Donc, il est celui qui a envie de faire bouger les choses en France. Donc, enfin, c'est le premier. Donc, il prend les choses en main. Donc, moi voilà, je trouve que c'est super. Donc, je le rencontre, il me met des interviews, je suis filmé, tout ça. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis arrive malheureusement ce terrible nouvelle où IP n'est plus là. IP meurt de manière tout à fait incroyable. Voilà, allongé comme ça dans l'après-midi, ses lunettes dans la main, son portable. Bref, c'est sidérant. Il paraissait en pleine santé, c'est un truc de fou. Donc il nous laisse un peu orphelins quoi, de tout ça. Et Guillaume, alors moi ça m'a donné un coup quoi, parce que je comprenais plus quoi, pourquoi il était parti, c'était hallucinant. Et la présence de Guillaume, lui, il a vraiment pris les choses en main pour, pour le territoire français, mais aussi pour le reste. C'est quelqu'un qui a, en plus, il a une grande générosité, une capacité d'action qui est incroyable et il va au bout des choses, quoi. Donc ça a été une superbe rencontre et donc voilà, il fait passer un peu plus facilement la pilule de la disparition d'IP. Et donc voilà, il est à l'œuvre. Moi, j'essaie voilà, quand je peux, je suis présent. Alors, on a fait une très belle chose, très belle prestation à l'Olympia j'allais en parler. qui s'est arrêté un peu brutalement, on va dire. Mais ce qui a montré en même temps, même si ça a été frustrant avec le chaos très rapide du premier round de boxe, euh, ça a montré à quel point c'était sérieux. Quoi. Ça rigole pas, il y en a eu peur. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, évidemment, il y a ce chaos hein, qui va être ce qu'on retient le plus, mais on se disait, voilà, pour les personnes qui pensent que voilà, le chessboxing, bon, c'est un peu ridicule, c'est un peu loufoque, c'est un peu je sais pas quoi, bah là, en fait, on voit bien que non, Ah ouais, c'est non, vraiment non. pas le cas. Non. Et donc, voilà, qu'est-ce que, entre, on va dire, voilà, cette première fois où vous allez à Berlin, dans ce hangar qui sent la transpiration, et on se retrouve à l'Olympia, donc vous avez pas expliqué, après, je sais pas combien de personnes qui nous écouteront savent le contexte, mais qu'on a... Bah, le contexte, c'était au début des Jeux Olympiques, donc c'était le lien entre la culture et le sport. Donc il y a eu 3 soirées à l'Olympia avec des très très beaux spectacles, enfin des choses de mise en lumière d'activités incroyables liées au sport et à la culture, à la performance culturelle et artistique et sportive. Et donc nous on était à une soirée, on avait une soirée pour le chessboxing et ça c'est alors, c'est une chose importante, il y avait aussi un combat féminin. Et on l'a bien soigné, on a bien soigné la présentation, le look. J'avais dessiné un peu des costumes, les peignoirs, les shorts, enfin, des trucs un peu délirants, mais on a fait très fort, c'était très beau, très élégant, je trouve. Musique, une vraie mise en condition du spectateur. La salle était pleine, hein, bondée, la salle de l'Olympia, on se dit quand même. C'est à l'historique. Hein. C'est vrai que quand on traîne dans les coulisses, on voit les photos, les mains de tous les artistes qui ont. C'est assez sidérant. Je voyais la toute petite main de Claude Nougaro. Je me dis, tiens, il a une toute petite main, Claude Nougaro. Ben, qui n'est pas un petit chanteur. Et donc, tous les autres, plein d'autres. Et donc, la soirée se passe très très bien avec ce premier combat entre une Française de banlieue et une Indienne. C'est un très beau combat. L'Indienne gagne, mais en tout cas, c'était superbe. Là, on a vu quand même aussi qu'elle y allait. Hein, c'est à la fois élégant, beau et c'est violent. C'est violent. Et puis, de la violence aussi qu'on n'imagine pas. Et je pense que là, les gens sont sensibles. Ils la sentent, c'est la violence des échecs. Les jeux d'échecs qui produit une forme de violence qui est une violence sourde, rentrée. Une tension. Voilà. La tension est très très violente. On voit en plus avec ce grand tableau où le déplacement des pièces est indiqué et le commentaire, parce que c'est très sophistiqué en fait, le commentaire de maître d'échecs, de grand maître d'échecs qui, pour que le public comprenne un peu, explique l'évolution du jeu d'échecs. Voilà. Pour la boxe, pas besoin d'expliquer. On voit. Et voilà, donc ça se passe. Donc le décor est très très bien. Le premier combat est très très bien, féminin. Et le second, de très haut niveau, 2 champions. Et là,
tension énorme aux échecs, premier round, on commence par les échecs. Et ensuite, premier round de boxe, et là, au bout d'une minute 30, un KO incroyable. Et le tenant, le plus âgé, perd face au challenger, le plus jeune. On a eu peur, très peur, parce que ça a été un vrai chaos et qu'il y a eu une immobilité longue. Hein. Quasiment une minute. Le rideau s'est fermé, on a fermé le rideau. Guillaume a hurlé, on ferme, le rideau s'est fermé, nous on a été sur le ring, enfin sur la scène, quoi. Et bon, et puis heureusement on a vu l'œil s'ouvrir et tout de suite une annonce dans la salle. Hein, bon. Et ça, alors c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on n'a pas pu voir, ça aurait été un superbe combat. Magnifique. On n'a pas pu le voir se dérouler. Mais malgré tout, je pense que les gens, cette frustration, ils auront vu quelque chose de vrai, de sérieux. Alors je dis ça avec vraiment sérieux, d'encadré. Et puis c'est pas, je suis désolé, les nouvelles disciplines aux Jeux Olympiques, je sais pas pourquoi les acrobaties en skate ou je ne sais quoi, il y a des trucs, je suis désolé, c'est super à voir, mais comment départager, c'est quoi le truc, c'est quoi. Alors, ceux qui se moquent du chessboxing, il faudrait qu'ils regardent un peu le curling par exemple. Bon, c'est Hippe qui me disait, le curling est bien aux Jeux Olympiques, pourquoi le chessboxing n'y serait pas, évidemment. Ce que je trouvais très beau, c'est que derrière, sur scène, donc derrière le ring, et on voyait la salle et tout, et il y avait une solidarité, c'est une famille, quoi. Et ça, c'est très beau. J'étais vraiment derrière le ring, donc sur scène, et je les voyais donc se préparer. Ils arrivent, ils montent sur scène, ils montent sur le ring, et j'ai vu, alors, Valentin extrêmement concentré, mais très concentré. Il m'a fait presque peur, de cette façon. Et je voyais notre camarade arrivé souriant, tout ça, se marrant. Bon, il avait son passé derrière lui, Karl, là, et je me suis dit, c'est bizarre, il n'est pas dans le coup. Il avait l'impression qu'il faisait partie du spectacle et qu'il se regardait, lui. Et il était là, putain, c'est génial, j'ai une super peignoire. Non, En soi, ouais, c'est ça. Et alors que Valentin, il était. Et la même chose un peu avec les deux filles. Tout à fait d'accord. Elle aussi, elle est arrivée, ouais, elle a fait une petite... Et l'indienne, wow, et je voyais la coach de l'indienne, etc. Chose émouvante aussi, l'indienne, quand elle m'a vu, avec sa coach, elle m'a vraiment, c'est comme ça, elle m'a remercié, et la coach aussi m'a remercié, merci beaucoup. Alors en fait, j'ai compris, c'est qu'elles ont une vie, elles vivent de ça. Mais totalement. Et donc j'ai inventé le métier qui les nourrit. Enfin bon, non, mais complètement. Et ça, c'était très émouvant, très très émouvant. Et donc, c'est marrant, mais ceux qui étaient dans la compétition et dans l'envie de gagner, quoi, ils ont gagné. Mais c'est parfait, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est ça, et c'est ça qui peut être peut-être une des choses les peut-être gratifiantes pour vous sur ce sujet-là. Bien sûr. Ça et une autre histoire, là, les multiples histoires dans les banlieues, où il y a énormément de jeunes qui se mettent, qui sont dans la boxe parce qu'ils bagarrent dans la rue, mais ils se mettent aux échecs et ils se mettent finalement à faire du chessboxing. Ouais. Mais ça c'est incroyable, et Guillaume fait un boulot incroyable là-dessus, et il m'a raconté ça, et j'ai rencontré des tas de jeunes qui trouvent dans ce combat une forme d'exutoire, une forme et c'est Kenza, il en parle très très bien. Et c'est peut-être la beauté d'un sport ou d'un art où voilà, ils trouvent du sens à leur vie grâce à ça. Et c'est la chose la plus belle à voir, en fait. Et moi, c'est ce qui me touche, parce que je ne m'attendais pas à ça, évidemment. J'ai une idée un peu farfelue, dessinée, machin, etc. Moi, j'étais content, je me marrais, et puis voilà. Et c'est devenu ça. Donc ça, c'est magnifique, ouais, super. On est au tout début, ça fait 30 ans, 32 ans maintenant que ça a été inventé. C'est incroyable, putain. On va dire 2003, donc 21 ans. Qu'il y a eu la première démonstration. Ouais. En France, Thomas Cazeneuve donc, a commencé en 2017. Et on va dire que c'est développé un petit peu. La fédération a été créée en 2019, il y a eu le Covid. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est encore un bébé, niche, c'est encore un bébé auquel on travaille activement avec Guillaume et d'autres personnes donc sur ça. Pour vous, sachant qu'il y a tout à faire, en fait, pour concrétiser cette idée de ce dessin, c'est quoi les priorités
pour la Fédé française et pour la Fédé internationale? Alors, je suis pas dans les techniques, dans les rouages C'est vrai. du fonctionnement, je sais pas du tout, je suis pas doué pour ça. Mais déjà que la Fédé française soit sérieuse et soit crédible, elle l'est, je pense, vraiment. Et alors, donc, il y a la Fédération internationale qui chapeaute le tout. Donc là, c'est là il faut qu'il y ait faut que ce soit solide, là, à mon avis, pour que, moi, je sais pas comment ça marche, j'ai peur que ce soit compliqué parce qu'il y a des lobbies. L'olympisme, c'est joli en soi, c'est des anneaux, on dit que c'est magnifique, un esprit saint dans un corps saint, mais je suis pas sûr que ça marche comme ça. Mais j'aimerais bien, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un sport comme celui-là ne soit pas olympique, parce en fait, c'est le sport qui ressemble le plus à l'esprit olympique grec des origines. Donc je sais pas, ça c'est bon, c'est ces histoires de lobby, je sais pas comment ça fonctionne, Ouais. mais là c'est un sport neuf qui a une qui a une philosophie et qui a une c'est un concept pour moi il est imparable. Il est imparable. Je vois pas quels pourraient être les arguments pour expliquer que ce sport ne convient pas, alors que d'autres, qui sont des sports pur spectacle, qui n'ont aucun sens. J'ai vu du hip-hop, je sais pas, il y a eu non, c'est grotesque. On va pas donner des médailles, il n'y a pas de vainqueur, comment on détermine un vainqueur. Bon. Mais donc je sais pas, voilà, je sais pas comment ça marche. Donc le plus difficile, c'est ça, c'est d'avoir un lobby soi-même, voilà. Même s'il y a tout à faire, c'est quand même en train de se développer, de plus en plus de pays, de plus en plus de gens. Pour vous, quelles pourraient être les dérives possibles, en tout cas? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant, peut-être? Bah, peut-être, alors, ne pas essayer de garder la notion de la rigueur du sport, quoi. Essayer de garder cette idée-là, que nous-mêmes on le considère comme un sport, qu'on ne le considère pas comme un spectacle, ne pas glisser vers le spectaculaire, même si chaque sport a sa part de spectacle, il faut l'intégrer. Le foot, c'est du spectacle aussi maintenant. Donc ça, mais il faut pas basculer. Voilà. Ça, c'est une chose. Et autre chose très importante, c'est essayer de. Alors ça, c'est le travail de pédagogie peut-être, surtout dans ce monde-là, le monde d'aujourd'hui, qui est un monde où tout va trop vite. Parce qu'il y a un truc quand même qui est spécifique à ce sport. C'est un oxymore à plein de degrés. Et il y a un oxymore aussi, c'est dans la vitesse. La boxe, c'est la vitesse, c'est l'instinct et la stratégie, bien sûr. Et les échecs, alors c'est pas la lenteur, mais c'est la pensée. Donc ce sont deux mondes qui cheminent pas de la même manière du tout. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire de la pédagogie sur l'ensemble et sur les échecs. Voilà, je pense qu'il faut valoriser les échecs, euh, mais en même temps, comme c'est un package, voilà, faut vendre le package. Voilà, faut vendre la spécificité, l'originalité du sport là-dessus, et ça va venir avec il faut qu'il y ait des champions. Alors, il faut médiatiser ces champions. Donc ça, je pense que c'est important. Il faut rester sur la pureté de ce sport. Voilà. Il y a une forme de pureté là qu'il ne faut pas abîmer. Je pense que les règles sont en place, c'est vachement bien, les faire évoluer, il faut toujours ajuster un peu les choses. Et Est-ce que vous pensez que comme c'est encore le début, il faut être très strict sur le cadre qu'on veut poser? Ou est-ce qu'il faut quand même autoriser les gens à être libres sur leur perspective et leur perception du sport? déjà, c'est ce que me disait Guillaume, il me disait que les Anglais voulaient modifier des règles. Les Anglais, déjà, ils essaient de s'approprier le truc. Hein. Moi, je pense que c'est la Fédération internationale qui doit gérer ça, mais est-ce qu'elle a le pouvoir? Non, hein, parce que c'est pas. Puis il suffit de voir même au foot, les choses, ça se tire dans les pattes à tous les niveaux, donc c'est pas. Je ne sais pas si on pourra l'éviter. Bon. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et alors pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que vous aurez quelque chose à conseiller à des personnes qui veulent créer, que ce soit artistiquement, technologiquement, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, peu importe, Ouais, et ouais. qui n'osent pas ou qui pensent que tout a déjà été créé? Ah bah d'abord, surtout ne jamais penser ça, que tout n'est pas. Non, non. Alors les choses s'enchaînent, se multiplient, se métissent, s'hybridifient. Donc, il ne faut pas partir avec l'idée d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé. C'est un peu ça n'existe pas déjà en soi. C'est-à-dire tout est un enchaînement. Par contre, quand une idée germe, voilà, déjà on est à ce moment-là, on est le premier juge, savoir si l'idée
elle est jouable ou pas, si elle peut se développer, si elle peut déboucher sur quelque chose. Si on a cette intuition, même l'intuition suffit, hein, à ce moment-là, il faut y aller à fond, quoi. C'est tout. Je pense que c'est ça euh, essayer de partager le truc. Ça après, c'est l'histoire de la vie. Hein, je pense qu'on est dans une période où alors, on parlait d'un peu de géopolitique, où je disais que l'Occident étant un peu en chute libre, mais c'est des idées comme ça. C'est une génération de gens qui ont des idées, alors avec les nouvelles technologies qui sont là, à la portée de main, donc déjà être vigilants, ne pas les utiliser, pas essayer de les utiliser à bon escient, mais en même temps, ce sont des outils incroyables, donc qui peuvent aider à créer des idées je dirais vraiment d'un monde nouveau. C'est clair. Hein. On est face à quelque chose on va être très surpris. La culture va changer énormément. L'art, tout ça, ça va bouger terriblement. C'est un réflexe de survie de l'humain que dans des périodes comme celle-ci, qui sont des périodes de doute et d'angoisse, un peu on est angoissé par tout ce qui se passe, hein. On ne peut pas le nier, hein, globalement, hein, je parle du monde, hein, je ne parle même pas seulement de la France. Euh, il y a des moments de sidération, où on est tétanisé, on est en train de vivre ce moment-là. Je pense que vraiment, tout paraît plus difficile, les projets se montent plus difficilement, on dit tout ça c'est en crise. On est dans ce moment de sidération, de tétanisation un peu, mais à un moment, forcément, il y a l'instinct de survie qui revient, et là, l'énergie arrive. C'est comme, moi je parlais tout à l'heure de Belgrade et de Sarajevo. Moi j'ai connu Sarajevo, j'étais à Sarajevo pendant la guerre, avant la fin, vraiment vers les dernières semaines de guerre, mais j'y suis allé. Et, euh, et j'ai vécu des choses incroyables. Et lorsque ça s'est terminé, j'ai senti la dépression, la dépression des gens de Sarajevo, le fait que la guerre se soit arrêtée. Ils sont tombés en dépression parce que finalement cette guerre leur a donné une énergie de survie et un sens à leur vie, quoi, complètement. C'était assez émouvant d'aller jouer une pièce de théâtre alors que les snipers étaient dans les collines, alors que les bombes tombaient par ici ou là. Des histoires incroyables qui se sont créées d'humanité, de création, d'audace, d'amour, des belles histoires d'amour, il y a plein de choses comme ça. Et lorsque ça s'arrête, c'était terrible, c'était ça le pire. Pour eux, c'était le pire. C'est effrayant de dire la guerre est terminée, mais c'est pire que pendant la guerre. Enfin, c'est un truc dément. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, l'humain a cette capacité de se surpasser pour trouver une énergie de vie, de survie dans les moments les pires. Donc c'était ça. Et là, je pense que c'est pareil. La mutation, c'est pas le moment le plus pire, mais c'est que simplement la mutation va donner lieu à la découverte de ces nouvelles technologies. Hein, je veux dire, même l'intelligence artificielle, c'est un truc dément. Donc tout ça, ça va donner... et malheureusement et heureusement, donc, comme dans toute invention, il y a toujours le négatif. Hein, c'est ce que disait Paul Virilio, il y a l'invention la plus géniale qui soit, renferme toujours son côté sombre. Et ça continuera de tout temps, mais voilà, c'est comme ça que. Et puis l'homme, on ne peut pas l'empêcher d'être un apprenti sorcier génial. Donc il faut continuer, on n'a pas le choix. Et voilà, c'est dans nos gènes. Merci beaucoup, Eki Bilal. Merci.